Ok, ça tourne. Donc Photoshop, contrairement à Lightroom, c'est un outil de retouche photo, entre autres, qui est plutôt fait pour travailler image par image. Même si on peut travailler par lot, c'est plutôt un outil de détail, de précision et de retouche approfondie. Lightroom, c'est un programme de lot, c'est un programme de groupe. Et donc ici, par exemple, là, c'est ce que j'ai fait avec mon cours de graphiste tout à l'heure. Je leur ai enseigné les premières étapes de retouche portrait, à savoir que mon image à la base, elle vient de ça. Donc on a fait un dépétouillage de boutons, on a fait une première atténuation de peau, une deuxième atténuation de peau, on a blanchi les dents, on a changé la couleur du pull, on a ici un petit peu blanchi les yeux, on a modifié la couleur des yeux, et là, c'est juste, attention, je me suis amusé à faire de la caricature avec ce qu'on appelle l'outil fluidité pour déformer. Bon, là, c'est excessif, hein. C'est juste pour montrer un petit peu l'outil, mais on peut évidemment faire tout ce genre de trucs. Le principe de Lightroom, de Photoshop, contrairement à Lightroom, c'est que on va avoir tous les outils principaux qui vont être sur la gauche. Nous, en tant que retoucheur photo, on n'en utilise pas beaucoup. On va utiliser les outils de sélection. Donc, on a des outils de sélection classiques pour faire des ronds, des carrés de sélection, des outils de sélection de type lasso, donc pour faire des formes un petit peu comme on veut, des formes linéaires, des formes rondes ou des systèmes magnétiques. Ça, on verra, ne vous inquiétez pas plus tard. On va avoir des outils de sélection intelligents. Où là, du coup, par exemple, ces outils de sélection vont permettre, en cliquant sur des zones, de sélectionner directement des zones définies. Plus cette zone et plus cet élément a un contraste par rapport à un objet voisin, plus ça va être facile et plus ça va être efficace. Je ne vais pas rentrer en détail tous les outils parce qu'en fait, vous n'avez qu'à les survoler et Photoshop va vous expliquer outil par outil à ce niveau-ci. À savoir, chaque outil a un raccourci clavier. L, lasso, ici M, marquis pour marquer, V pour bouger, le stamp tampon, B pour brush. Donc chaque outil a un raccourci. Quand vous voyez un petit triangle ici, en dessous, ça veut dire que l'outil a des sous-outils. Il a des sous-options. Donc évidemment, on peut mettre du texte, on peut mettre plein de choses. Il y a plein d'outils qu'on ne va pas utiliser. Et par exemple ici, l'outil plume, c'est un outil qui est très très intelligent. Il n'y a pas de problème. C'est un outil qui est très important, mais c'est un outil que moi je déteste utiliser. C'est un outil qui va principalement être utilisé pour faire des sélections, entre autres. Et les sélections, on va l'utiliser pour différentes choses, principalement pour le vectoriel. On fera un petit exercice spécifique rien que sur l'outil plume. C'est un peu chiant au début. Mais... Ah, c'est un outil de merde. Moi, ça fait 20 ans que je le travaille, je le déteste encore, tu vois. Mais... En fait, il est chiant à maîtriser, mais il reste chiant même quand tu le maîtrises. En fait. Voilà, donc... Même quand tu sais l'utiliser, il est casse-tête. Voilà, mais ça s'affine avec le temps. Mais donc, du coup, on fera quand même des petits exercices pour apprendre à utiliser l'outil plume, il n'y a pas de stress. Donc, chaque outil que tu vas te sélectionner va avoir une barre d'outils qui s'adapte en haut. Donc, les 3/4 des réglages de chaque outil, par exemple, si je prends l'outil plume, ici, c'est l'outil pinceau, tu vas voir les pinceaux différents, on va modifier la taille, la dureté. Donc, la dureté, c'est ça. Donc, là, on a un pinceau dur, là, on a un pinceau mou. Donc, c'est le fait d'avoir une espèce de dégradé, de transparence qui va vers les bords. Donc, après, on a des réglages plus poussifs, mais ça, je ne vais pas vous en parler pour le moment, ce sera même pour l'année prochaine. On a ici les modes d'utilisation, les modes de fusion. Ça, je vous parlerai de tous ces modes de fusion à un autre cours aussi. Pour le moment, on va vraiment faire les bases. L'opacité, donc en gros, si je fais un nouveau calque, et Photoshop se gère par des couches, par des calques qu'on va additionner. Donc là, par exemple, j'ai mon image de base. On peut afficher, masquer un calque avec le petit œil, on peut masquer, afficher. Donc ça, c'est mon calque de base d'origine, et on peut créer autant, il n'y a pas de limite, autant de calques qu'on veut. Les calques, on peut les rassembler dans des groupes. Vous voyez, ici, j'ai créé un groupe. On peut ouvrir, afficher. Donc là, c'est mon groupe pour éditer la peau, par exemple. Un des groupes pour éditer la peau, pour faire une retouche beauté, on va dire légère. Donc on peut ajouter autant de calques qu'on veut. On peut les déplacer, parce qu'évidemment, l'ordre des calques ont une importance, tu vois. Si je fais ici un calque rempli d'une forme, je vais par exemple prendre ici un disque. Et je vais le déplacer. Hop, j'ai fait un disque noir. Ok. Je vais prendre au-dessus un nouveau calque. Et je vais quand même faire un autre disque aussi. Et je vais faire un disque blanc.
si je déplace les calques, ils se déplacent dans l'ordre. Ça, c'est une logique tout à fait imparable. Okay, et du coup, chaque élément, comme j'ai des éléments ici qui sont des calques séparés, avec l'outil ici marquis, je peux déplacer ces éléments comme je veux. Donc, c'est des éléments qui sont indépendants puisque chaque élément est sur un calque. Ça, c'est important parce que du coup, si je vais sur le même calque et je reprends mon outil et que je vais faire ici, ma petite sphère, ben, je vais déplacer, les deux sont unifiés. Ça, après, il y a d'autres astuces, mais c'est vraiment les bases. Donc, si vous voulez créer différents éléments, et on peut créer différents éléments pour plein de raisons différentes, donc pensez à gérer et avoir plein de calques. Pensez à nommer vos calques. Parce que sinon, quand vous vous retrouvez avec des fichiers qui ont parfois 150, 200, 300 calques, ça arrive, c'est important de nommer ces calques. Ici, toute la retouche que j'ai faite, pour vous remontrer, hop, couleur des yeux, je sais que c'est couleur des yeux. Juste agrandir la fenêtre des calques histoire d'en voir un peu plus le poids. Ah, ici, pardon. Et je peux même, je ne sais plus où c'est. Ah, ici. Non. Ici. Voilà. Enfin, je peux même faire des vignettes plus grandes pour les voir un peu plus grandes. Tu vois, par exemple, ça, c'est la couleur des yeux. Ici, j'ai fait un calque de réglage. Donc, ce qu'il y a... Ah, mais... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais c'est toi qui as le briquet. Il y a un silex. Bref. Donc, la gestion des calques, on va apprendre ça petit à petit normalement, pas de stress. On peut modifier l'image avec des ajustements ici. Il y a plein de modifications, on peut rajouter plein d'effets. Tous ces effets vont permettre de modifier le contraste, la saturation, la couleur, tout ça. Beaucoup de choses sont communes à Lightroom, mais mon conseil, ne jamais modifier directement votre image de base. Parce que toutes les modifications que vous allez faire sur votre image de base, donc si je prends ici mon image ici, et que je vais faire image, ajustement, par exemple, courbe. Donc courbe, c'est une courbe ici qui va permettre de modifier les contrastes de l'image en modifiant, c'est comme dans Lightroom, hein, cet outil existe dans Lightroom, donc on peut corriger un petit peu son image comme on veut. Donc toutes les modifications que je vais faire seront définitives sur ce pixel-ci. Donc si jamais je veux revenir en arrière sur ce réglage-là, je dois faire undo, recommencer. Par contre, on a ici en dessous, donc là c'est les options de création de calques. On peut évidemment les foutre à la poubelle, on peut créer des nouveaux calques, on peut créer des dossiers. Et là, cette espèce de demi-cercle noir-blanc, ça va permettre de créer en fait des calques de réglage. Et en fait, un calque de réglage. Voilà. Chaque fois que tu cliques ici, donc par exemple, je vais cliquer ici curve, courbe, et il va automatiquement me créer un calque de réglage. Donc ici, on a l'icône qui représente la courbe. Et ce carré blanc, je vais vous expliquer après à quoi ça sert, c'est très important. Ici, ce calque de réglage va me permettre de modifier mon image à souhait. On peut détruire son image, évidemment, si on veut, faire des effets très... voilà, on peut jouer aussi sur les courbes de couleurs, tu vois, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux, être créatif ou pas. OK, plus ou moins. Admettons, ça nous plaît. Maintenant, tu peux du coup masquer, pas le masquer, l'afficher, il n'y a pas de problème. Si jamais tu veux revenir en arrière, bah, tu peux toujours... Ça, c'est les propriétés de ton réglage, tu peux toujours revenir en arrière à tout moment. Si jamais tu aimais bien ces réglages-là, mais tu veux juste changer un tout petit peu, bah, tu peux modifier, adapter, il n'y a aucun problème. Donc les calques de réglage sont toujours ajustables, on peut toujours les modifier par après, il n'y a aucun stress. Un autre truc super important et très important dans Photoshop, c'est ce carré blanc-là. Ce n'est pas juste un carré blanc. Ça, c'est ce qu'on appelle un masque. Et un masque, ça va masquer quelque chose du calque ou ça va révéler. Le blanc, attention, question d'examen, le blanc révèle, le noir masque. Vous voyez ici, question d'examen, le blanc révèle, le noir masque. Mais à un moment donné, si en fin d'année, vous ne le savez pas, c'est qu'un problème. Donc ici, j'ai tout cet effet-là que j'ai fait sur la meuf un peu partout. Je vais reprendre mon pinceau, B pour brush, et je vais peindre avec du noir. Ici, vous voyez les deux petits carrés, c'est ma couleur d'avant-plan, ma couleur d'arrière-plan. Donc en gros, je peux, avec la touche X, comme un switch, passer très rapidement la couleur d'avant-plan de l'arrière-plan. Mais on peut changer de couleur, il n'y a pas de problème. Comment tu fais pour switcher ? X. Donc là, par exemple, je vais peindre avec du noir.
Et regardez ce qui va se passer ici. Je vais augmenter la taille de mon pinceau. Et je peins avec du noir sur le visage. Je le fais à la louche, hein, mais ça passe, c'est pas un problème. De toute façon, il y a le truc des couleurs qui est actif. J'ai l'impression, c'est pour ça que tu ne dépasses pas. Dis quoi? Il ne dépassera pas le visage, je pense, même si tu vas sur le côté. Ah si, c'est vraiment bon. Non, c'est parce que mon pinceau, il a une dureté très basse. Et donc, du coup, le dégradé entre les bords, voilà, le dégradé est très, très délicat, donc on peut contrôler très, très bien. Et c'est la pratique aussi. Donc ici, vous voyez, mon masque, j'ai peint avec du noir. Et donc, ça veut dire que le noir masque l'effet sur cette zone-ci. Ça, c'est mon masque avec du noir. Si je rajoute du noir ici, ok. Si maintenant je peins avec du blanc, on va revoir l'effet de mon masque. Et petite question, si j'ai changé les couleurs, comment est-ce que je reviens au noir et au blanc? Très très bonne question. Regarde, ici, je vais prendre du rouge. Alors, tu vas me dire, tiens, il me montre du gris. Pourquoi il montre du gris? Parce que les calques de masque, ici, c'est forcément noir, blanc ou des dégradés de gris. Par contre, si je fais un nouveau calque vide, je clique ici, je vais faire du rouge. Hop, tu vois, là, je peux peindre avec du rouge, c'est pas un problème. Si j'intervertis, je vais faire ici du bleu. Hop, enfin, c'est un cyan plutôt. Je peux peindre, il n'y a pas de problème. Je vais revenir aux couleurs classiques noir et blanc. J'appuie sur D comme défaut. Et il va automatiquement revenir aux deux couleurs de base par défaut. Les raccourcis clavier, c'est surtout là pour vous faire gagner du temps. Hein. Donc, ce n'est pas là pour vous casser la tête, c'est pour vous faire gagner du temps. Donc, c'est bien de les apprendre petit à petit. Il y en a certains que je connais par cœur. Il y en a plein d'autres que je ne connais pas, évidemment, parce que je les utilise moins. On peut aussi, dans Photoshop, créer soi-même des raccourcis clavier. Il y a donc tous les filtres. Donc, on a plein de menus ici pour faire plein de choses. Vous n'allez jamais tout savoir. Ça, 3D, quasiment jamais aller dedans. Type, c'est pour faire le travail de texte, vous n'allez probablement pas souvent aller dedans. Calque un petit peu, image un petit peu, édition un petit peu, mais vous allez beaucoup aller ici, dans filtre et dans sélection. Donc filtre, on a ici toutes les options de filtre qui existent. Et un filtre qu'on va étrangement, très souvent utiliser dans Photoshop, c'est flou gaussien. Étrangement, on aime bien faire la photo nette, mais dans Photoshop, très étrangement, on va très souvent utiliser un filtre de flou pour harmoniser des éléments, pour justement faire ressortir un sujet par rapport à un fond. Et même, je sais que c'est paradoxal ce que je vais dire, mais parfois on va même utiliser du flou pour rendre l'image plus nette. Mystère. Ça sera une prochaine fois, mais il y a des petits trucs comme ça. Et donc du coup, voilà, on peut flouter le calque. Donc par exemple, ici, je prends ce calque-là, je vais faire flou gaussien, et avec du coup, ça fait des effets un petit peu en photo années 80 comme ça. Et on ne peut pas sélectionner la partie de la photo qu'on veut faire en flou? Si, tu peux faire un masque aussi, tu peux faire plein de choses. Maintenant, il y a une fonction, c'est peut-être niveau 2 à ce niveau-ci, mais il y a une fonction qui est plus ou moins importante dans Photoshop, je ne sais pas si vous voyez ce petit icône ici sur mon calque. Ce qui veut dire que j'ai transformé mon calque en ce qu'on appelle un calque intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je vais vous montrer un exemple ici. Je vais faire... Donc ça, ce que j'ai fait, c'est une étape. Donc j'ai fait un nouveau calque avec une compression de tout ce qu'il y a en dessous. Okay, je vais faire commande T pour transformer, pour l'éditer. Je vais réduire mon calque. Je l'ai beaucoup diminué. J'appuie sur Enter. Okay, si je zoome dessus, vous voyez qu'on est quand même fort pixelisé. Ok? Je vais dézoomer. Donc pour zoomer, dézoomer, c'est commande moins ou commande plus, par exemple. Il y a d'autres raccourcis, mais moi j'utilise commande moins, commande plus. Donc ici, cette photo que j'ai réduite, regardez, je vais la resélectionner et je vais la réagrandir pour la mettre à sa taille. Voilà, on a perdu beaucoup de qualité à ce niveau-ci. Par contre, je vais refaire une nouvelle étape, commande option. Hop, je vais transformer mon calque ici en calque dynamique, donc Smart Object, calque dynamique, ou convertir pour les filtres intelligents, c'est la même chose. Le principe, c'est de dire à Photoshop, ce calque-là, tu ne déconnes pas avec, mec. Okay, c'est même pas le verrouiller, hein. C'est dire, on peut le manipuler, on peut bosser avec, mais tu déconnes pas avec.
c'est ma fille, ok? Tu touches pas à ma fille. Plus ou moins. Donc pour ça, plusieurs options. Tu fais un clic droit, tu descends et tu trouves convertir pour objet dynamique, convert to smart object. Tu peux aller dans filter et là tu as convert for smart filter, c'est la même chose. Mais tu peux aller dans calc, layers et smart object, convert to smart object. C'est débile la Photoshop, c'est 3 choses différentes qui font la même chose. Mais ça fait exactement la même chose. Donc ici je convertis en objet dynamique, en smart object, et en fait tu vois il m'a créé ici ce petit icône. Là, si je refais un petit commande T pour transformer, je réduis mon calque, je l'ai réduit encore pire que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est? Il est là, ok? Commande T, je vais le réagrandir. Il n'a pas déconné avec ma fille. On n'a pas perdu un pickles. Parce qu'il tient compte, il dit voilà, tu peux l'adapter, tu peux le modifier, mais je garde en mémoire ces réglages-là. Donc ces calques dynamiques, ça sert à ça, ça sert à pouvoir garder une intégrité. Maintenant, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire avec des calques dynamiques. Oui, monsieur? Et si jamais on crop dans une image sans perdre la qualité, ça peut être... Il n'y a aucun problème, Choupinou. Parce que regarde, déjà quand tu veux, donc les outils ici, ça c'est les outils de recadrage. Okay, donc tu peux recadrer ici, mais tu as une option ici dans les outils. Delete crop pixel. Tu décoches. Hop, tu appuies sur Enter. Là, il va te cropper toute l'image. Mais du coup, tu peux refaire... où est-ce qu'il est? Je vais prendre un autre outil, je vais revenir dessus. Et là, je peux, à tout moment, on va faire déjà Original Ratio, ou pas. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et on va faire... Alors, petite astuce aussi. Non, là, je suis en train de déconner. Petite astuce aussi, si jamais tu veux étendre ton espace de travail, tu peux l'agrandir, tu appuies sur Enter et tu peux étendre ton espace de travail. Mais du coup, il va prendre la couleur d'avant-plan, qui normalement n'est pas celle-ci, donc ça c'est bizarre. Mais ou non, c'est à cause de ça. Parce que ça, c'est un calque qui remplit, peu importe la taille, qui va toujours remplir ton espace de travail de cette couleur-ci. Mais, alors, petit truc qui est semi-chiant quand même, avec Photoshop. Donc par exemple, si je retourne sur Crop, vous voyez, regarde, je prends un bord ici, il ouvre un petit peu dans tous les sens. Si j'appuie sur majuscule... Ah ben non, il ne le fait plus. C'est étrange ça. Voilà. Si j'appuie sur la touche Option, il m'étend du centre plutôt que du bord. Donc ça va te permettre d'étirer un petit peu de tous les bords. C'est des petits trucs qu'on apprend petit à petit, il n'y a pas de stress. Donc, et petit à petit, on va apprendre l'utilisation de ces outils-ci. Ce qu'il va falloir apprendre à maîtriser, et le plus important, c'est les méthodes de sélection pour détourer un élément. Détourer quelque chose dans une photo. Bless you. Maintenant, Photoshop a fait tellement de progrès. Il y a par exemple des outils de sélection intelligents. Donc si je clique ici, donc premier outil de sélection intelligent, sur une photo comme ça, c'est magique, tu vas voir. Quand tu as une photo, tu as un sujet qui est bien contrasté sur le fond. Ici, le sujet est bien contrasté sur le fond. J'appuie sur Select Subject, je clique, il va sélectionner automatiquement le sujet. Tu vois, il m'a détouré tout le sujet. Pardon? Oui, mais Lightroom, c'est assez récent, tu vois. C'est assez récent. Et là, ça vient de là aussi. Du coup, on peut, par exemple, isoler le sujet et le mettre sur un nouveau calque. Raccourci clavier, commande J. Donc, commande J, ça va toujours dupliquer le calque que tu as sélectionné. Si tu n'as pas de sélection, tu vois, il m'a créé un nouveau calque, ici, mais il m'a détouré le sujet du fond. Donc, du coup, tu peux isoler ton sujet. Si, par exemple, ici, je masque celui-ci, je fais un commande J, il va dupliquer mon calque, mais je n'ai pas de sélection. Donc, si sur ce calque-ci, je fais une sélection très artistique, je fais un commande J, il va me faire un nouveau calque avec ma sélection très artistique. OK? Donc, voilà, commande D pour désélectionner. Les raccourcis magiques, c'est commande. La touche option, c'est
c'est une touche qui est assez intéressante, c'est assez intelligente, peut-être plus pour les graphistes plutôt que pour les photographes. Mais par exemple, je vais créer un calque de texte. Roboto. Voilà. Je vais l'appeler Igor, c'est moi. Je vais sélectionner tout et je vais décider de... On va mettre plutôt en 72, un peu plus grand. OK. Et je vais l'agrandir un petit peu. OK. Et je vais le déplacer. Après, il y a des options pour centrer le texte et tout ça, il n'y a pas de stress. La touche option, dans beaucoup de choses, même d'ailleurs dans quasiment tout ce qui est Mac, la touche option sert à quoi? Et dans tout ce qui est programme, va servir à sélectionner quelque chose. Et quand tu appuies sur la touche option, quand tu déplaces sur quelque chose, ça va automatiquement le dupliquer. Regarde, ici, j'ai mon outil pour bouger. Je peux bouger mon texte. OK? Là, j'appuie sur la touche option quand je sélectionne mon texte. Vous voyez que mon curseur change. Il fait une copie. Hop, je clique. Hop, je clique. Hop. Sur Windows. Voilà, Alt sur Windows, option sur... Du coup, chaque fois que tu cliques, tu peux déplacer, copier un élément. Ça vous fait gagner un temps de dingue quand vous devez intégrer du texte. Même si vous devez, par exemple, même si c'est un texte où le texte doit changer, tous les réglages sont déjà faits. Vous dupliquez, hop, et vous adaptez à ce niveau-ci. Est-ce que même pour le copier-coller sur un autre fichier, c'est toujours option ou ça marche pas? Pour copier d'un fichier à l'autre, Oui. ça, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc, par exemple, regarde, je vais ici, image, Ça t'affiche d'un projet à l'autre. peut-être. Regarde, j'ouvre une copie de la même image, Oui, bah, Je vais- crois, on va transférer le sélectionner, option, je vais aller sur celui-ci. T'es déjà dessus. Ouais. Tiens, ça marche. Il emmène tout le calque en fait. Mais là, oui, on a fait une copie, donc ça marche comme ça, il n'y a pas de problème. Après, tu vois ici, il a déposé où je l'ai mis. Ce qui est peut-être intéressant pour toi, c'est de dire, tiens, celui-ci, commande C, pour copier, tu vas ici, et là, tu fais dans Edit, il n'y a plus, tiens, Paste. Tu vois, le problème, c'est qu'il le place, il le centre. Avant, il y avait justement... Le coller en fonction de là où tu l'as copié. Oui. Avant, c'était paste in place. Ah, attends. Voilà. Paste spécial, paste in place. Comme ça, il est copié exactement au même endroit où il était avant. Mais alors, ça, c'est de ma faute, parce que vous voyez que j'ai mon menu qui a des couleurs. J'ai décidé d'un peu modifier mon menu pour faire une démo. Et du coup, on peut étendre, on peut masquer ou étendre les menus. Donc, c'était pour moi me faire un côté un peu plus facile. Mais parfois, je me gourre et parfois, j'ai des menus, mais c'est plus là, alors que c'est encore là, c'est juste masqué temporairement. Mais c'est de ma faute. Donc, alors ici, vous voyez que j'ai tous mes calques de texte. Donc, je peux par exemple aller jusqu'en bas, j'appuie sur majuscule, je clique, il m'a sélectionné tous mes calques. Ça, c'est comme dans tous les systèmes informatiques. Commande G pour grouper, texte. Voilà, je peux tout masquer d'un truc. Après, on va aller plus loin encore. Vous voyez ici tous les calques de réglage. Il y en a plein qui font plein de choses. On va voir petit à petit quel calque fait quoi. Mais regardez, là, on va faire un nouveau calque de couleur solide. Quelle couleur vous voulez? Jaune. Allez, on prend du jaune. Hop, on va prendre ce jaune-là. Vous voyez, ce jaune-là, il se voit sur toute l'image. On est d'accord. Il y a un petit secret, enfin, ce n'est pas un vrai secret parce que tout le monde le sait. On peut appliquer ce jaune seulement sur le calque ou le groupe du dessous. Ça s'appelle un masque d'écrêtage ou clipping mask. Et en gros, il y a différentes options. Moi, j'aime bien le raccourci clavier, toujours la touche option ou alt. Je clique entre les deux, vous voyez que mon icône change. Il y a une petite flèche, et quand je clique dessus, regardez ce qui va se passer. Il va en fait appliquer... Quand tu cliques, tu appuies sur la touche option. Voilà, tu vois, Appuie sur la touche option, et puis tu cliques. le curseur change et tu cliques. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce masque d'écrêtage, il va appliquer le calque du dessus seulement sur le calque du dessous. Tu vois, ici, j'ai cette couleur, et comme c'est un calque de réglage, je double-clique sur mon calque de réglage. On veut du vert, on prend du vert. On veut cibler cette couleur-ci, on clique,
il va copier la couleur. Parce que justement, quand on va prendre des couleurs sur une image, quand on sort de la fenêtre des couleurs, le curseur se change en pipette et tu peux aller cibler en cliquant sur différentes zones et prendre la couleur que tu vas cibler. Donc ça va servir à plein de choses, hein. Mais là, par exemple, je peux reprendre la même couleur du vert, par exemple, pour jouer un petit peu dessus. On peut du coup définir, tiens, je veux que ça soit un petit peu moins saturé, ou je veux que ça soit un peu plus saturé, ou un peu plus... Voilà, on va quand même garder tel quel. Donc on a ce petit masque d'écrêtage. Donc ça permet de faire quand même plein de choses à ce niveau-ci. On peut l'enlever, on peut le remettre, et on peut aussi jouer avec un masque, on peut combiner. Vous voyez ici ce petit masque d'écrêtage. On peut par exemple, si on veut... Où est-ce que tu te caches? Non. Ici, on a un effet de dégradé. On va gérer ces dégradés ici. On va prendre un dégradé qui va du noir vers le blanc. Vous vous rappelez, les masques, les noirs, ça masque, les blancs, ça révèle. Et bien du coup, si je suis bien sur mon masque et pas sur mon calque, si je fais un petit dégradé ici, il va faire un dégradé. Donc là, tout ce qui est noir, cette partie-ci, cet effet de calque, il ne va pas être effectif et là, il va se voir. Et du coup, on peut faire un truc plus serré, plus étendu, avec un plus grand dégradé. Tu peux commencer ton calque là et tu peux... là, c'est trop... On peut faire ça aussi pour la lumière. Tu peux faire ça pour la lumière aussi. On peut mettre de la lumière dans Photoshop. Exactement. Tu peux faire ça avec des ombres. Tu vois, tu peux créer des ombres, tu peux créer des trucs. Mais en fait, ce mode-là, cette relation entre les calques et ton sujet est quand même super important. Je vais masquer ces trucs-là. Regarde, ici, on va faire un petit truc très simple. Je vais créer ici un nouveau calque de courbe. Donc courbe, on va jouer... Non, Igor. Courbe, on va assombrir. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là on a des tons clairs, là on a du sombre, là on a du sombre, là il y a des tons clairs. Ce qui veut dire que là, c'est la représentation des tons noirs de l'image, la représentation des tons clairs. Et plus on va vers le haut, plus on éclaircit, plus on va vers le bas, plus on assombrit. Là, c'est les tons moyens. Les tons moyens, c'est les tons de peau, c'est tout ça. Si je clique ici et que je monte, je vais éclaircir la globalité de l'image. Si je descends, je vais assombrir la globalité de l'image. Et regardez, je vais là assombrir la globalité de l'image un peu. Je vais même aller comme ça. Je suis comme ça, moi. Donc j'ai mon réglage très sombre. Vous voyez ici mon petit masque, le masque de mon effet. Je vais prendre mon pinceau avec du noir, diminuer un petit peu la taille du pinceau, je vais un petit peu augmenter la dureté quand même. Et regardez, je vais cliquer une fois ici, j'appuie sur majuscule, parce que le fait d'appuyer sur majuscule, ça va faire des lignes droites. Ça va faire? Des lignes droites. Quand tu appuies sur majuscule, tu cliques une fois, tu appuies sur majuscule, tu vas à un autre endroit, tu recliques une deuxième fois, ça va faire une ligne droite entre les deux points. Ça va tracer une droite entre les deux points. Regarde, je vais faire ici, je vais cliquer ici, hop, une fois, majuscule, hop. Je vais cliquer ici, 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 majuscule, hop. Et là, vous allez me dire, oui, mais bof, c'est normal. Parce que mon pinceau, il n'était pas assez doux, en fait. Donc, il y a une transition un petit peu dure. Le secret, c'est on va avoir, en fait, la possibilité de régler son masque et d'éditer son masque déjà dans la densité pour qu'il soit plus ou moins visible ou pas. C'est un petit peu comme si on changeait son opacité, mais on va surtout changer la transition et la douceur de son masque. C'est comme si on rajoutait du flou. Et là, regardez, je vais rajouter du flou petit à petit. Et là, quand on commence à avoir des flous déjà un petit peu plus comme ça, bon, sur son visage, c'est un petit peu trop trash, mais vous voyez un petit peu sur le fond, voilà, c'est comme s'il y avait des stores. Des stores Nestor. Mais regardez ce qui va se passer. Je vais recréer. Donc, on peut effacer le masque, on peut faire un nouveau. Et là, je vais faire autre chose. Je vais aller dans mes formes ici, et j'ai mes custom shapes. Et dans mes custom shapes dans Photoshop, on en a plein. Leaf tree. Et je vais prendre, il est déjà pris d'ailleurs, ce palmier. Je vais prendre ce palmier là. OK. Et regardez, je vais
Je vais aller le placer comme ça. Voilà. Le palmier est mis, mais il est trop net. Je ne suis pas sûr que ça donne très bien dans cette fois-ci, mais... Il aurait fallu que tu fasses à l'envers. Oui, exactement. Merci, jeune homme. Illuminé et que le palmier soit un peu sombre. On est entièrement d'accord. Et là, le secret, du coup, on peut inverser le masque. Commande I. Et là, on a une ombre portée plus ou moins d'un palmier. Après, il faudra évidemment un peu l'adapter. Est-ce que la transition est un petit peu trop forte? Et surtout, le problème, c'est qu'on a un petit peu augmenté la saturation de l'image dans l'ombre. C'était la courbe qui était trop violente. La courbe est trop violente. Alors, il y a deux secrets. Évidemment, comme c'est une courbe de réglage, on peut modifier cette courbe, mais on peut aussi, et attention, on rentre dans le méandre des modes de fusion. Ces modes de fusion, c'est en fonction, ça va définir comment ce calque va se comporter par rapport au calque du dessous. On a en fait ici plein de modes de fusion. On a des modes de fusion classiques, des modes de fusion qui vont assombrir. Vous voyez qu'ils sont séparés, hein, pour assombrir, pour éclaircir, pour jouer sur les contrastes. Des modes, ce qu'on appelle, ça c'est des modes mathématiques, et ça c'est des modes basés plutôt sur la couleur et la luminosité. Donc du coup, si tu veux pas que ça sature ton image, tu vois ici, en normal, tu vois, ça modifie malheureusement ma saturation. C'est trop orange, ça ne fait pas naturel. Donc tu veux juste que ça modifie la luminosité. Donc ton calque, plutôt de le mettre en normal, tu le tapes en luminosité. Et l'ombre est déjà un peu plus naturelle, plus ou moins. Évidemment, elle ne fait pas naturelle parce qu'elle a un fond blanc synthétique. Évidemment, si tu as un fond un peu plus qui ressemble, psychologiquement, ça rentre déjà un petit peu plus. Et du coup, tu as toujours ton masque ici. Tu peux quand même, pas comme ça, mais tu peux remodifier ton masque. Tu peux remodifier la position de ton masque pour que ça soit juste une feuille ou un truc comme ça. Là, le masque, c'est pas le meilleur, hein. Il faut trouver un truc un peu plus adapté. Mais le principe, c'est qu'on peut du coup créer des fausses ombres et créer des fausses lumières en jouant comme ça. Et simplement en jouant avec le fait d'ajouter la luminosité, hein. Si jamais, ici, ces modes, ceux qu'on utilise le plus souvent en photographie, c'est les deux du dessus. Darken, Multiply, Lighten, Screen, Overlay, Soft Light. Et puis, un petit peu cela. Les autres, on les utilise quasiment jamais. On utilise de temps en temps Vivid Light et Linear Light pour des effets pour adoucir la peau, mais ça, je vous montrerai spécifiquement. Mais, qui? Pas avec Vivid Light et... Avec les deux autres. Ou Soft Light et Overlay, mais Vivid Light, c'est trop trash. Moi, j'utilise en fait Vivid Light quand je fais des effets de peau. Donc, par exemple, ici, où est-ce que tu te caches? Ici. Là, c'est mon calque qui est ici, est en mode lumière vive pour atténuer, ça n'a pas l'air comme ça, mais pour atténuer la peau, pour adoucir un petit peu la peau. Et ici, dans mon groupe de séparation des fréquences, c'est une technique pour adoucir la peau. Ici, il est en mode lumière linéaire. Ça permet d'intégrer des pixels à ce niveau aussi. J'ai un plugin qui fait ça, si jamais ça t'intéresse, je peux te l'envoyer. Ah oui, t'inquiète, mais moi, les plugins, j'arrête. Les plugins, j'arrête parce que c'est... le problème, c'est que les plugins, d'une version à l'autre de Photoshop, ça marche parfois bien. Ça vient de Adobe, en fait. C'est un plugin qui est dans le stock, comme j'avais payé le truc complet. Et c'est un truc signé par Adobe. C'est pas un externe qui l'a fait. Oui, mais ça veut rien dire. C'est à jour avec, À partir du moment où Adobe, ils ont déjà des bugs dans leur software, ils peuvent avoir des bugs dans leur plugin aussi. Donc, j'ai jamais eu de soucis. le problème, c'est que moi, en Mac M1, j'ai plein de problèmes. J'ai que des bugs, j'ai que des merdes avec Photoshop, avec ce truc. Cette fois, depuis la dernière mise à jour de M1, c'est pas mal la galère du côté des logiciels Adobe. Ah, c'est la merde, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Ça va changer, ça va s'améliorer. Mais... Donc moi, les plugins, le truc, c'est moi, je travaille beaucoup avec des actions. C'est pas donc les actions, c'est le principe d'enregistrer quelque chose que tu fais dans Photoshop et de pouvoir le reproduire en cliquant sur un bouton. Reproduire dans un autre projet. Par exemple, imagine si tu fais systématiquement des photos au noir et blanc au format carré avec un petit bord noir. Tu enregistres ta méthode de travail comme un enregistreur vidéo. Tu vois, tu vas créer un nouveau, hop, record, ça enregistre. Tu fais stop, tu fais play. Et en fait, tu vas enregistrer toutes les étapes et tu peux reproduire l'étape, mettre la photo au format carré, la transformer en noir et blanc, mettre un petit liseré noir, sauvegarder. Et du coup, ça peut te faire gagner du temps, énormément de temps. À ce niveau aussi. Voilà, je vais le baquer, sinon ça va foutre le bordel. Crop. Donc vous voyez qu'en 45 minutes, il y a quand même moyen de bien avancer. Là, je vais vous montrer. Donc ici, par exemple,
Je vais baquer toutes ces conneries-là. Je ne sais pas ce que j'ai. Ah, c'est ici. Voilà. Comme je n'ai pas nommé mes calques, je ne sais pas lesquels font quoi. Donc ici, pour vous démontrer le taf que j'ai fait sur ces images-ci, en zoomant. Bonjour madame. Et je vais vous montrer une autre image que j'ai retouchée avec les graphistes aussi. Donc là, c'est ce qu'on appelle, première étape, c'est dépétouillage, enlevage de boutons, de cicatrices. Mon principe de base, moi, en retouche, c'est j'enlève tout ce qui ne serait plus là dans 15 jours. Tu as carrément retiré le piercing. C'était pour vous démontrer le travail, le taf. Maintenant, tu vois, le piercing, tu as des outils pour le déplacer, pour le masquer. Là, je l'ai juste enlevé pour le démontrer qu'on pouvait enlever même des trucs comme ça. Donc dépétouillage, boutons, cicatrices, enfin cicatrices pas tellement. Tu as des grains de beauté, en général on les laisse, ça fait partie de la personnalité des gens, et s'il n'y a pas, il y a parfois des gens qui sont choqués. Donc en général on laisse. Ici, c'est une technique pour, vous allez voir normalement, c'est une technique ancienne mais qui marche quand même bien pour adoucir la peau. Non. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu avant, après. Ça adoucit globalement la peau, c'est pas très compliqué à mettre en place. Ça a l'air complexe comme ça, parce qu'il y a plein de chiffres et des lettres et des machins et des trucs, mais vous allez voir, je vous montrerai. Oui, monsieur Pinou ? Aussi le filtre intelligent de Photoshop. Oui, tu as des filtres maintenant, tu as les... L'IA le fait. Oui, tu as les neural filters qui font ça parfois aussi très très bien, mais moi j'ai une vieille méthode avec des trucs, mais effectivement, si vous avez des plugins qui marchent très bien pour vous, qui vont faciliter le travail, faites-le, foncez. Quoi entre les deux? Le neural filter, je n'ai pas tout le temps des bons résultats parce que c'est encore des versions bêta. Et surtout, c'est Photoshop qui décide de où rendre la peau plus. Ouais, je trouve que c'est pas encore. Tandis que là, c'est toi qui décides à quel endroit. Tu as peut-être une peau qui est légèrement grasse d'un côté et pas de l'autre, et du coup, l'effet que tu veux ne doit pas être le même. Et lui, qui capte pas ça, il adoucit tout. Tu vois, c'est voilà. Tu vois ici. C'est une technique pas si ancienne que ça, j'utilise aussi. Ah, mais technique ancienne, ça veut dire que ça fait 15 ans que je la pratique, mais. Tu vas m'expliquer une fois? Oui, pas aujourd'hui, parce qu'on va pas avoir le temps et que ça prend un peu de temps, mais ça on la verra. Donc ça c'est une technique en fait où je fais un double du calque, je l'inverse, je le passe en mode lumière vive, je lui applique un filtre high pass et je sépare les hautes lumières des basses lumières pour n'afficher qu'en fait que les tons moyens. Et du coup après je crée un masque que j'inverse et je peins avec un flux très bas de pinceau en blanc sur mon masque pour afficher les zones que je veux afficher. En partant du principe que les tons moyens sont censés être la couleur de peau. La couleur de peau, en général, c'est ce qu'on appelle les tons moyens, quoi. Donc ça, c'est une technique de retouche de peau assez ancienne, mais qui marche toujours bien, mais ça lisse parfois quand même parfois un petit peu trop la peau. Après, il y a une autre technique qui s'appelle la séparation des fréquences. Je ne sais pas si je vais vous montrer une petite image ici. Est-ce qu'elle est ? Alors, je ne sais pas si vous voyez cette image, s'il veut bien l'afficher. Vous voyez cette image-là avec Einstein ? Ou celle-ci sera un petit... Alors, si vous plissez les yeux, fort, il faut avoir l'air d'un con. Hein. Là, vous allez voir apparaître Marilyn, plutôt qu'Einstein. C'est vrai. Bon, là, je ne vois pas de Marilyn, hein, je ne vois pas d'Einstein non plus. Mais ici, ils ont en fait pris une couche. Donc, C'est flagrant, hein. Ça se voit. Même comme ça. oui, tu peux le sentir, mais en gros, ils ont séparé, ils ont additionné. Donc, tu as une couche de basse fréquence, c'est Marilyn. Et les basses fréquences, c'est un peu comme du son. Tu as les hautes fréquences, les basses fréquences. Les basses fréquences dans une image, c'est les couleurs. C'est les couleurs globales. Les hautes fréquences, c'est les détails. Et donc, pourquoi est-ce qu'on voit Marilyn quand on plisse les yeux ? Parce que quand tu plisses les yeux, tu vois plus les détails, tu vois que des trucs un peu flous. Et du coup, l'image de Marilyn, comme on la connaît, ressort un peu plus. Du coup, cette technique-là, on l'applique dans Photoshop et on va en fait, avec une méthode, on va séparer les hautes fréquences. Donc ça, c'est ce calque-ci. Ça, c'est le calque uniquement des hautes fréquences, des détails, même si vous ne voyez rien. C'est là. Et ici, on n'a que la couleur. Donc j'ai séparé la couleur
des détails par des systèmes mathématiques, en gros. Et qu'est-ce que ça fait? Après, une fois que c'est séparé, on va retoucher la couleur sur un calque. Donc, on va harmoniser des zones de peau parce que pourquoi? Vous voyez ici, on a des petites taches rouges, on a des taches un peu jaunes, on a des taches un peu jaunes, on a des taches un peu bleues, un peu mauves, un peu vertes. On a toute la peau, peu importe, même les Asiatiques, même les Blacks, peu importe. On a tous des petites nuances différentes sur la peau, c'est comme ça. Et du coup, ça va nous permettre, par exemple, de corriger la peau d'un côté. On peut même, par exemple, rajouter ici, peindre avec une nouvelle couleur. Ici, vous voyez, sur les petites taches rouges, j'ai peint avec une nouvelle couleur pour un petit peu harmoniser cette teinte-là. Mais on peut aussi, sur le calque de texture, là, corriger les textures de peau, corriger les textures de cheveux, par exemple. Donc ça permet de corriger certains cheveux croisés sans changer la couleur, parce qu'on ne va pas toucher à la couleur, on va toucher qu'à la texture. Donc ça, c'est un outil qui est très, très, très puissant, mais qui fait faire plein de choses. Alors, après, je vous expliquerai aussi la prochaine fois comment on blanchit les dents. C'est très simple. Eh ben, pas de problème. À bientôt les jeunes. Là, on a ici couleur, les yeux. Alors, je vais vite charger une autre image pour vous montrer un autre truc. Bibi, à bientôt. Peut-être la semaine prochaine, je crois, on aura recours avec toi. Oui. Ce mois-ci est bien chargé. Oui, je te raconte pas moi aussi, mais écoute, peut-être, oui. Ok. Un tout grand merci Pas de pour soucis. cette journée et puis à bientôt. Bientôt, attention au roulant. Donc ça, c'est une retouche. Donc ça, c'est ce que j'appelle une retouche high-end. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est 6 heures de taf. Ça, c'est une photo que j'ai faite il y a quelques années. C'est 6 heures de taf là-dessus. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça, c'est ce qu'on appelle une photo high-end retouching. C'est une photo pour faire... J'ai jamais fait de couverture de magazine, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est une photo de couverture de magazine, en fait, au niveau rendu. Même si ça paraît fort déformé, même si ça paraît un peu artificiel, dans les magazines et les pubs un peu haut de gamme, c'est souvent ce qu'ils attendent. Même si, heureusement, il y a un changement de l'image à ce niveau-ci, mais parfois, ils demandent des photos qui sont presque une illustration. Et pour ça... voilà, j'ai des histoires de retouches basiques, mais les retouches basiques, c'est déjà beaucoup de taf, dans lequel, où en fait, c'est tout ça, c'est mes corrections de base, où je vais corriger les cheveux, je vais déformer un peu le visage, je vais corriger la peau, je vais corriger les tons de peau, même sur la main, je vais corriger quand même pas mal de choses, oui, la forme du sourcil, l'arrondi des cheveux, les mèches des cheveux, donc plein de trucs. J'ai ici une correction pour la bouche, un peu plus légère, mais qui doit être active, une correction pour les yeux, où j'éclaircis un tout petit peu, j'accentue le contraste. Une correction pour les ongles, parce que, l'air de rien, les ongles aussi. Et après, il y a aussi, ça c'est le plus gros du taf, c'est le Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, c'est créer des ombres et créer des lumières avec des différentes techniques. Mais rien que ça change énormément le modelé. Hein. Et j'ai du Dodge and Burn rien que pour les cheveux, Dodge and Burn global, Dodge and Burn de correction de couleur, mais c'est surtout pour cette mèche de cheveux-là. Et Dodge and Burn pour les teintes localisées. Mais ça, vous ne vous rendez pas compte la quantité de taf que c'est. Ça, c'est au pixel près, dans le sens où... Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Vous voyez tout ça? C'est tout des trait par trait, pixel par pixel, corrigé pour éclaircir certaines zones. Il y en a partout, quoi. Ça c'est des heures de taf, quoi. J'ai essayé plein de fois des techniques comme ça, mais j'ai jamais réussi. Ça prend du temps, il faut réessayer, continuer à pratiquer, mais en finalité, ton Dodge and Burn, si jamais il est trop fort, mais de toute manière, ici, j'étais très très fort pour montrer la retouche jusqu'où on peut aller, mais de toute manière, tu vois que le maquillage est trop accentué. Comme je dis, une retouche, si tu vois la retouche, c'est trop loin. C'est comme un maquillage. Si tu vois que le maquillage est fait, c'est trop lent. Mais ici, c'est un cas de figure un peu particulier. Si ici, ton Dodge and Burn est trop fort, tu diminues l'opacité et tu contrôles un petit peu l'étendue. Du coup, c'est déjà un peu plus subtil à ce niveau-ci. Si jamais tu veux vraiment créer quelque chose de presque illustration, et là, c'est plus une photo, c'est une illustration, quoi, tu vois. Mais c'est... voilà, parfois, tu as du métier qui demande ça, quoi. Puis ici, c'est des retouches légères de couleurs, de teintes, et de trucs comme ça. Donc ça, c'est une retouche un peu hardcore, approfondie, c'est 6 heures de taf.
Et ça, je pourrais vous montrer les différentes méthodes, mais en 4 heures de cours, je ne sais pas faire un taf de 6 heures, surtout si on a des interruptions, des pauses pipi, des trucs comme ça, quoi.